Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau webinaire proposé par la MGP. Je suis Elisabeth Morezo, responsable du service prévention et promotion de la santé à la MGP. Donc ce webinaire aujourd'hui est consacré à la fertilité et l'environnement, mieux comprendre pour mieux prévenir. C'est le docteur Brigitte Pfister qui fera la partie concernée à tout ce qui est sur cette problématique-là. Je vais juste faire une introduction sur quelques éléments de contexte. Vous avez sur votre droite, en haut à droite, un petit questionnaire pour savoir quelle est votre tranche d'âge. Ça permet au docteur de pouvoir éventuellement adapter son discours par rapport aux résultats. Il y a le chat qui sera disponible, donc vous pourrez poser vos questions au fil de l'eau. Et nous regrouperons toutes les questions à la fin de la présentation. Il y aura un quart d'heure d'échange avec vous. Et en fin de webinaire, il y aura une enquête à compléter, s'il vous plaît, pour savoir connaître votre satisfaction par rapport à ce webinaire. Notre engagement dans la prévention santé, c'est quoi? Donc en 2025, on a fait 79 actions de prévention sur le terrain, avec un taux de satisfaction de 92%. Donc vous avez un service et des référents dédiés pour la prévention, avec aussi des coachings en ligne, dont je vous parlerai un petit peu tout à l'heure, et une information santé disponible sur mgp.fr dans la rubrique Agir pour ma santé. Donc voilà ce mgp.fr, vous voyez, je vous ai mis à copier à l'écran pour aller cliquer sur Agir pour ma santé et vous aurez à disposition plusieurs rubriques qui vous permettent d'aller naviguer sur les différents articles santé à disposition, dont notamment certains sur l'environnement et la santé. Dans votre espace adhérent, sur votre application aussi, vous avez sur la gauche un onglet qui est prévention, qui vous permet d'accéder à différentes thématiques et notamment à des coachings en ligne. Donc, il vous suffit de cliquer sur le coaching que vous voulez faire, par exemple sur l'arrêt du tabac, pour directement tomber sur notre partenaire Santé Claire afin de suivre les différents coachings qui vous sont proposés. Je vous laisse maintenant en compagnie donc, du docteur Brigitte Pfister et on se retrouve dans 3 quarts d'heure à la fin pour faire les échanges par rapport aux questions que vous allez vous poser. Bonjour, donc je suis docteur Eguesier-Pfister, je suis endocrinologue de formation. J'ai fait pendant des années de la procréation médicalement assistée et je travaille dans une clinique obstétricale avec des obstétriciens. Donc, c'est vrai que la fécondité, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Et vu les problématiques de l'environnement, j'ai passé un diplôme qui s'appelle un DU de médecine environnementale qui nous permet de comprendre mieux ce qui se passe au niveau de l'environnement. Donc, je ne m'adresse pas à des médecins, donc je vais essayer de faire, des petits rappels de quelques concepts de base, puis on attaquera un petit peu ce que sont les perturbateurs endocriniens, qu'est-ce qu'ils sont et surtout comment on peut prévenir parce qu'il ne faut jamais avoir une connotation négative de ces choses-là. On commence juste à prendre conscience de l'environnement et de sa toxicité et il y a beaucoup de gestes que nous pouvons faire. Voilà. Donc là, je vais attends, comment je fais pour passer? C'est là, pardon. Donc on va reprendre un peu anatomie, physiologie, tout ça. Donc d'abord savoir que la fécondité de la femme et la fécondité, elle est faible. Une femme ne va concevoir qu'une chance sur 4 par cycle. Donc en moyenne, on met toujours au moins 1 an pour concevoir et on ne s'inquiète pas avant, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on ait diagnostiqué chez vous, des problèmes de santé X ou Y. Et alors à ce moment-là, il faut consulter plus tôt. Un couple sur 4 aura des soucis de fécondité. Un enfant sur 30 est conçu en PMA aujourd'hui, ce qui est énorme. Et dans les causes, eh bien, il y a égalité pour les hommes et les femmes. 25% d'origine féminine, masculine, cause combinée, ou quelquefois on ne sait pas, ça s'appelle les infécondités inexpliquées. Et donc là, je vous fais un petit rappel d'anatomie. Bref, donc chez les femmes, j'ai pas de pointeur, c'est dommage, mais c'est pas grave. Donc l'anatomie, c'est l'utérus, les trompes et les ovaires. Et donc la fécondation se fait dans le tiers de la trompe, au milieu de la trompe, entre le spermatozoïde et l'ovaire.
Donc, tout ce qui va faire que les trompes sont bouchées, que l'utérus est malade ou que les ovaires ne fonctionnent pas, sera une cause d'infécondité. Chez l'homme, c'est la même chose. On peut avoir, donc là, il me manque les testicules qui sont en bas, mais l'image a été abîmée. Mais en tout cas, on peut avoir des problèmes de spermatozoïdes qui sont dus à des problèmes infectieux, à un problème de génétique qu'on a eu dans l'enfance ou à des traitements qui ne sont pas bons pour vous. Voilà. Et donc, ce sont les causes principales d'infécondité, sachant que les 3/4 des patients qui nous consultent pour infécondité, c'est souvent une origine mixte, un peu la dame, un peu le monsieur. Alors pourquoi aujourd'hui on arrive à un problème d'infécondité et est-ce que les gens savent ce que c'est? Pourquoi est-ce qu'il y a des perturbateurs? Alors on a fait beaucoup d'enquêtes chez les femmes et en fait on s'est aperçu que un tiers des femmes sont informés sur la toxicité environnementale, ou les messieurs, pareil, mais qu'en fait, les 3/4 des patients ne sont pas vraiment informés et même, je dirais, les médecins, cette notion d'environnement pathologique est tout à fait récente et donc on rentre dans un domaine nouveau dont on prend conscience. Alors, c'est important de voir un petit peu la physiologie de la femme, parce qu'on sait qu'il y a une période de fécondité maximale qui est entre 20 et 30 ans, puis après ça décline un petit peu. À 40 ans, la probabilité de grossesse est diminuée de 80% parce que les ovaires sont vieillissants et après il y a la ménopause. Et donc on voit sur le schéma qui est là, une chute drastique de la fécondité à partir de 38-40 ans. Voilà. Vous allez me dire, il y a des gens qui ont des enfants à 43 et 45 ans, bien sûr, mais ce n'est pas les études globales que nous menons en épidémiologie. Après, ben, l'homme, bien sûr qu'il est exposé lui aussi à l'environnement, même beaucoup plus. Je vous montre des diapos. Il y a quelques années, en 92, le nombre de spermatozoïdes par millilitre était de 60 millions. Aujourd'hui, en fécondité, nous parlons d'un sperme normal à 20 millions. Donc, vous voyez que la fécondité a diminué. On est à beaucoup moins de spermatozoïdes et souvent assez peu mobiles, et c'est le problème de la fécondité. Alors, on a vu ça chez l'homme, mais on a aussi constaté que chez les animaux, c'était pareil. C'est-à-dire que on a commencé à regarder près des lacs, par exemple, au Canada, qui étaient pollués, près des lacs en Floride, et on a constaté qu'il y avait des différenciations génitales qui n'étaient pas normales. L'alligator, il avait un micropénis, les panthères avaient des cryptorchidis, c'est-à-dire l'absence de testicules qui soient à l'extérieur, et les mouettes, alors, elles avaient perdu complètement leur notion de sexe mâle ou femelle. Les mâles couvaient les œufs, les femelles s'en allaient, enfin, c'était une panique globale. Et donc, on s'est dit, mais attendez, je ne me mets pas bien. Est-ce qu'il y a un lien entre tout ça? Entre les animaux qui ont des troubles de la reproduction, je ne vous parle pas des poissons dans les rivières, hein, les anomalies chez l'homme et chez la femme, et on a eu quelque chose qui s'est passé dans les années 1900, c'était combien déjà? 1948. On a trouvé un produit extraordinaire pour les fausses couches. C'était un oestrogène-like. Et donc, on a prescrit ça de façon systématique à toutes les femmes qui avaient des risques de fausses couches. Et puis, quelques années plus tard, on a constaté, 20 ans plus tard, beaucoup de cancers du vagin chez les jeunes filles, plus de cancers du sein. Et on est arrivé à remonter à ce produit qui était donné pendant la grossesse et qui augmentait les risques de cancer du vagin et du col, les troubles du sperme chez les garçons. Et donc, c'est ce qu'on a pensé, on s'est dit, il y a quelque chose qui perturbe, et c'est là qu'on a donné le nom de perturbateur endocrinien. Vous voyez? Donc, ça s'appelait le Distilbène, qui est qu'on donnait beaucoup à l'époque, et qui a donné donc, sur la première génération, c'est-à-dire les enfants des cryptorchidis, des hypospadias, ce sont des petites malformations génitales avec l'urètre qui ne sort pas directement au fond de la verge, mais sur le côté, les cryptorchidis, les testicules qui ne sont pas descendus, des cancers du testicule, des troubles de la fécondité, et pareil chez la femme, cancer du vagin, cancer du sein. Et ce qui a été terrible, c'est que ces enfants-là aussi ont eu des problèmes de fécondité. Et donc, ça veut dire
qu'il y a quelque chose dans notre environnement qui agit à la fois directement sur l'enfant, mais aussi sur les autres générations. Ce n'est pas un problème génétique, ce qu'on appelle l'épigénétique, c'est que l'environnement va toucher nos gènes autour du gène de l'homme et de la femme. Alors, donc j'espère que là c'est clair. Vous voyez que se posent les problèmes, on commence à trouver pourquoi la femme elle a ça, pourquoi les animaux, et cetera. Et on arrive au problème des perturbateurs endocriniens. Et comment ils agissent et qu'est-ce que c'est? Les perturbateurs endocriniens, ce sont donc des substances qui peuvent être naturelles ou chimiques. Les hormones, que je vous rappelle, vont agir sur un récepteur nucléaire et elles vont délivrer leur message. Par exemple, l'ovaire va sécréter les oestrogènes vont agir sur le sein, sur les utérus, etc., et délivrer son message. Pareil pour les hormones mâles. Et bon, ces perturbateurs vont être capables de bloquer la clé ou de la fermer moyennement et donc perturber le message endocrinien. Alors, comment on est exposé à ces perturbateurs endocriniens? Ben, ce sont des coquins, on est exposé par toutes les possibilités d'absorption. Il y a toutes les crèmes que l'on met sur soi qui passent à travers la peau et on parlera de toutes ces mauvaises crèmes pleines de parabènes et de produits toxiques. La mauvaise alimentation, les produits, les poissons gras dont on parlera qui contiennent beaucoup de pesticides et aussi de métaux lourds et les aliments ultra transformés. Donc ça passe par voie cutanée, ça passe par la bouche et ça passe aussi par l'air qu'on respire. Et nos petits bébés, malheureusement, le placenta n'est pas un filtre et les voilà qui reçoivent tout ça d'un coup sur eux. Alors juste un petit rappel de toutes les glandes endocrines que nous avons dans notre corps. Donc l'hypothalamus, c'est ce qui permet de relier le stress à toutes nos hormones. La thyroïde qui est la glande de l'énergie vitale. La surrénale qui sécrète le cortisol le matin quand on se lève, qui est au max et puis diminue après. Le pancréas, l'insuline. Les testicules, c'est les androgènes et les ovaires. Donc nous, on va se concentrer sur les effets œstrogènes-like, sur la fécondité de l'homme et de la femme. Et donc ce qu'on constate aujourd'hui, on n'a pas de moyen de faire, ça c'est à cause de ça, parce qu'ils ils ont pris des crèmes qui étaient pas bons. Non, c'est un cocktail de choses, mais on sait qu'aujourd'hui, si on ne fait pas attention, la baisse de la fécondité peut être retrouvée soit parce que les ovaires ne fonctionnent plus assez, c'est ce qu'on appelle l'insuffisance ovarienne par diminution des follicules, soit les SOPK dont vous avez dû entendre parler, c'est les ovaires polykystiques, avec plein de follicules qui ne marchent pas très bien. L'endométriose, qui est des morceaux d'utérus qui se mettent un petit peu partout et qui est très douloureux, le cancer du sein. Et pareil, dysgénésie, ça veut dire atteinte. L'hypospadias, on en a parlé, la cryptopédie, les risques de troubles de la puberté, aussi les pubertés précoces chez les hommes et les garçons, et la baisse de la fécondité. Alors, ce qui est très important, moi je vous mets des mots pour que vous soyez, que vous ayez des mots. On appelle ça, c'est David Barker qui s'en est aperçu, que ces maladies que nous avons à l'âge adulte les troubles de la fécondité, certaines obésités, tout ça, on peut remonter à cette période de conception où l'enfant, où les formations des organes sont très fragiles, et c'est là que les perturbateurs endocriniens ont le plus de risques. C'est ce qu'on appelle la période des 1000 jours, qui va s'étendre de la conception, c'est-à-dire la fusion de l'ovocyte et le gamète, la grossesse, notre petit bébé jusqu'à 2 ans, mais bien sûr que nos enfants et nos ados sont aussi très susceptibles. C'est une période qu'on appelle de vulnérabilité, parce que là, les organes sont très sensibles. Et c'est pour ça qu'on appelle ça la période des 1000 jours. Vous le trouvez partout. Et si vous êtes enceinte ou vous voulez un bébé, vous avez des applications qui vous montrent ce qu'il faut faire pour prévenir les risques de... Voilà. Juste 2 secondes pour vous dire comment ça marche un perturbateur endocrinien. Eh ben, un perturbateur endocrinien, ce n'est pas un médicament comme un poison. Je te donne une certaine dose et ça va t'empoisonner. C'est toute la difficulté de pouvoir convaincre les autorités sanitaires de la toxicité de l'environnement.
Parce que vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle une courbe monotone. Finalement, par exemple, le plastique biphénol A, il agit plus fortement à faible dose qu'à forte dose. Et puis, s'il se combine à d'autres perturbateurs, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail. En plus, c'est très, très important à apprendre, c'est que les perturbateurs endocriniens, il y a une espèce de bioaccumulation. Par exemple, les pesticides que le petit poisson va manger, va aller dans le gros poisson qui va se concentrer et augmenter la teneur en perturbateurs. Puis, on a aussi la mouette qui va le manger, et cetera, et qui vient à la fin, c'est nous, avec des produits qui peuvent être extrêmement contaminés. Et c'est pour ça, je le dis tout de suite, qu'on ne mange pas les gros poissons gras ou exceptionnellement, parce qu'ils concentrent énormément, énormément dans leur corps les pesticides et les métaux lourds. Ensuite, de cette bioaccumulation, il y a l'effet différé. C'est ce que je vous ai expliqué. C'est pendant la période pré- et postnatale que vont apparaître les maladies ultérieures. Voilà. Et donc, et en plus de ça, la difficulté, c'est que tout est cumulatif. Mais on peut aussi agir sur certains de ces paramètres, et même parfois très bien. Si par exemple, il y a la pollution qu'on a autour de nous, les perturbateurs endocriniens dans les crèmes ou dans les alimentations ultra transformées, l'état du logement qui peut être parfois très humide et avec du plomb, le bruit, le stress, etc., l'intérieur de la maison, tout ça, c'est ce qu'on appelle l'effet cocktail et cumulatif. Mais quand même, vous allez voir, on est très positif quand on fait de l'environnement, qu'on est capable d'agir sur beaucoup, beaucoup de ces paramètres. Alors, qu'est-ce que c'est les perturbateurs endocriniens? Ben alors là, on a beaucoup de chance, on en a plus de 1000 produits chimiques. On va rester un tout petit peu sur cette diapo pour que vous ayez le temps d'assimiler, puisque nous, on fait des études pour retenir tout ça et ça nous prend du temps. Alors, dans ces produits, il y a essentiellement les pesticides. Voilà, les pesticides qu'on utilise dans l'alimentation, dans les cultures. Ces pesticides se retrouvent dans vos fruits et légumes, mais n'oubliez pas que ces pesticides, ils se retrouvent aussi dans les céréales que vous achetez. Et donc, c'est très important d'acheter des produits qui sont bio, ou au moins de proximité, ou au moins lavés de façon très importante. Il y a l'histoire du cadmium en ce moment, on pourra en parler un petit peu, qui est dû aux pesticides organophosphorés. Les plastiques, alors là, nous sommes dans le monde du plastique, hein, ça a été créé à partir du pétrole au début des années 1930. Il nous a envahis, il y en a partout. Il y a le biphénol, qui est un plastique qui, vous voyez, est là, et les phtalates. Les phtalates, ça a plutôt comme effet comment dirais-je que je me retrouve là? Les phtalates ont plutôt comme effet d'être des objets en plastique, les petits Tupperware en plastique qu'il ne faut pas chauffer parce que ça libère les plastiques dans l'alimentation. Et les biphénols, c'est tout ce qu'il y a dans les biberons, les tickets de caisse, etc. Et il faut savoir qu'on a interdit en 2012 les biberons en verre pour les enfants qui contenaient du biphénol et qui se libéraient lorsqu'on le faisait chauffer. Ensuite, ce qui n'est pas anodin, bon, là, vous connaissez, je pense, tous les crèmes, les produits ou avec lesquels on se lave, on se maquille. Et là, c'est encore l'industrie chimique avec des produits à base de pétrole qui se faisait énormément il y a quelques années. Et donc, il faut s'en méfier parce qu'ils contiennent des parabènes qui sont des conservateurs qui sont très œstrogènes-like et des polyphénols qui sont aussi très toxiques. Et parfois, vous avez sur les étiquettes sans parabènes, mais quoi d'autre à côté, quoi? C'est ça. Oh, il faut être un consommateur, vigilant. Après, on a les retardateurs de flamme. L'industrie a eu la superbe idée de faire en sorte que nos meubles ne brûlent pas et qu'on les conditionne. On les retrouve, ce sont les polybromés, qu'on retrouve aussi dans les éléments de nos frigos et de beaucoup d'articles, de consommation courante. Et les antiadhésifs, tous nos produits imperméabilisés, les poêles, là, sont des perfluorés. Savoir que les pesticides, les perfluorés et les polybromés s'appellent des polluants organiques persistants, c'est-à-dire qu'ils ont une très longue durée de vie et qu'ils empoisonnent nos lacs, nos rivières et nos sols.
Voilà, donc si on veut faire, ça va, j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous. Comme je vois personne, je ne sais pas si c'est facile ou pas. Donc, Il y a juste une oui, question parce que vous avez parlé de biberon en verre pour le bisphénol. oui. Est-ce qu'il y avait du bisphénol dans des biberons en verre? Non, on a interdit les biberons en plastique qui étaient faits Mmh. avec, les plastifiants et le biphénol, et comme on a pour les on les en plus de ça, on les stérilisait, puis on mettait le lait à chauffer, et donc l'industrie en 2013 l'a interdit. Après la loi est passée à l'européen, mais comme il y avait tous les logos du plastique, ça a été annulé jusqu'à l'instant. On a remis les choses sur la table et en 2013, on a vraiment interdit le biphénol dans les plastiques, dans les biberons, et donc aujourd'hui, et dans les tickets de caisse aussi. Et donc maintenant, on utilise des biberons en verre. Voilà. Mmh, très bien, merci. Alors, dans la classification des perturbateurs, il y a donc des produits qui sont, donc que je vous ai déjà cités, mais il faut bien connaître les polluants organiques persistants, qui sont tous les produits industriels, les pesticides, les produits de combustion, parce qu'il ne faut pas croire que parce qu'on met nos poubelles et que l'on brûle, au contraire, ça libère des particules dans notre air extérieur, qui sont des dioxines et qui sont très toxiques. Et après, il y a les métaux lourds qu'on retrouve dans la terre, mais aussi, dans certaines habitations. Et ensuite, les produits de courte durée de vie, comme le phtalate, le biphénol, les parabènes, et voilà, ça, c'est les principales, molécules. Les pesticides, je ne développerai pas, tout le monde, ça a commencé par le DDT il y a quelques années. Ça a été formidable pour, tuer protéger les espèces, mais les organochlorés et les organophosphorés ont un effet reprotoxique, neurotoxique, cancérigène, et je crois que beaucoup de nos pauvres agriculteurs de l'époque ont même eu des Parkinson et des leucémies avant que ça soit accepté comme maladie, comment on appelle ça? Professionnelle. Alors où sont-ils? Alors, bah, on a déjà un peu parlé de tout ça et on en reparle un petit peu. C'est-à-dire que tous ces produits, pesticides, et cetera, vont se retrouver par la déposition à l'intérieur de la terre, parce que les déchets aussi, bien sûr, je fais une parenthèse, on en recycle une partie, c'est formidable et il faut le faire, le plastique, le papier, le verre, mais malheureusement, il y a beaucoup de déchets par enfouissement, et donc tous ces déchets, ils vont passer, bien sûr, à travers les nappes phréatiques, à travers les sols, rendant les sols impropres à la culture. Voilà. Et donc, dans les phytoœstrogènes, ce qu'on appelle phyto, c'est les plantes, on a des œstrogènes qui sont naturels. Et donc, il faut faire très attention à ces modes à l'heure actuelle, du sandwich végétarien avec plein de soja, d'huile de lin. En particulier, si on a des ovaires polykystiques, de l'endométriose, un cancer du sein, il faut éliminer ces phytoœstrogènes qui sont œstrogènes-like, qui potentialisent encore l'effet des œstrogènes. Et donc, on retient surtout que le soja et le lin sont des produits qui sont très œstrogènes-like. Donc, il ne faut pas en abuser. Donc là, c'est aussi un rappel encore pour que, et vous pourrez prendre, je pense que votre association pourra vous donner ces deux images très importantes, avec toujours cette notion du biphénol et des phtalates. C'est vraiment les mots des perturbateurs endocriniens. Les perfluorés qu'on a vus qui sont des imperméabilisants, les parabènes et phénoxyéthanol. Et puis aussi, il ne faut pas oublier, dans notre air intérieur, se libèrent tous ces produits quand on achète des meubles Ikea, le formaldéhyde, les produits qui sont toxiques pour leur intérieur se libèrent dans l'air intérieur. Voilà. Donc, quand vous faites vos courses, vigilance, hein, on va voir tous ces trucs en plastique qui sont en partie récupérés, mais qui se finissent en microplastique, qui se retrouvent dans votre corps. Et on sait maintenant que toutes les femmes enceintes se retrouvent avec dans le liquide amniotique, il y a des microplastiques. Il y en a partout. Alors, comment prévenir? C'est quand même une chose importante parce que, évidemment, ça vous paraît énorme. Vous allez vous dire, on ne va pas s'en sortir entre la pollution extérieure, les cosmétiques, l'alimentation ultra transformée. Non, quand on a appris à connaître ces perturbateurs endocriniens, on est tout à fait capable de pouvoir les reconnaître et s'en protéger.
et je vous montrerai une étude qui montre combien ça marche bien. Alors, quand on veut un bébé, justement, ce qui serait important et ce qu'on met en place, nous, dans l'établissement où je travaille et dans beaucoup de cliniques, c'est ce qu'on appelle la consultation préconceptionnelle. C'est qu'on va voir que vous n'ayez pas de maladie, pas d'hypertension, pas de diabète, mais on va surtout voir la façon dont vous vivez. Et on va essayer d'analyser ces différents éléments. Alors, nous, on a un petit questionnaire qui se retrouve dans notre petit livret de l'ASEF, qui est un livret sur la fécondité. Et ça prend 5 pages et le monsieur et la dame vont remplir des tas de lignes et voir, vous allez voir justement qu'est-ce que vous avez comme habitude, si c'est bien, si c'est pas bien, et ça permet de cibler un petit peu l'attitude que vous devez avoir. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est qu'on oublie souvent qu'il y a les habitudes de vie, on va y revenir, mais selon nos métiers, il y a des personnes qui sont extrêmement exposées aux perturbateurs endocriniens. C'est les jeunes femmes qui ont les salons de coiffure, les esthéticiennes, les ongleries, les employés de pressing, parce qu'il y a beaucoup de solvants, les imprimeries, les agriculteurs, bien sûr. Et donc, il y a vraiment des métiers qui sont plus exposés que d'autres. Et c'est à nous de les prévenir, de leur expliquer de mettre des gants quand on fait des teintures, de mettre un masque, etc. Et toutes ces petites mesures, on s'aperçoit qu'en fait, quand on en parle aux jeunes femmes, elles connaissent pas, elles en ont pas du tout la notion. Voilà. Donc l'habitat aussi, il y a des habitats qui sont extrêmement humides et dans ces habitats humides, il peut y avoir, des champignons qui se développent. Il y a des vieilles maisons avec des vieilles canalisations avec du plomb encore dans certains établissements. Voilà, donc tout ça, il a été organisé par, des structures, professionnelles, des gens qui viennent dépister les toxiques dans l'environnement où vous habitez. Alors, qu'est-ce qu'on peut prévenir? Sur quoi on peut faire? Ben, le stress, ça paraît fou, mais le stress est un gros perturbateur endocrinien parce qu'il va, excusez-moi, modifier, l'action sur l'évacuation de nos hormones et donc c'est très important que lorsqu'on veut un bébé, on soit pas trop stressé. Alors vous allez me dire, c'est facile à dire parce que notre vie est stressante, rien que toutes les annonces que nous avons en ce moment. Mais, clairement, on peut se mettre un peu en retrait. On peut faire des méthodes de sophrologie, de relaxation et puis le stress que l'on redoute quand on fait de la PMA, c'est: «Alors madame, je viens consulter, est-ce que vous pensez que dans 3, 4 mois, ça va marcher?» Ben non, on ne sait pas et donc cette notion de temps que se mettent les jeunes, personnes pour avoir un bébé, c'est pas très bon non plus. Le tabac, alors pour nous, c'est vraiment la première des choses à enlever. Chez les femmes, il a une action sur ce qu'on appelle la réserve ovarienne et il peut y avoir une insuffisance ovarienne qui apparaît avec le temps chez les jeunes femmes qui fument beaucoup. Ça agit beaucoup sur la mobilité des spermatozoïdes. Ça agit sur l'implantation de l'œuf, ça agit sur la fécondation aussi et lors de la grossesse, ce sont des bébés de faible poids et ça augmente le risque de mort subite. Donc vous voyez que le tabac n'est pas anodin. Quant au cannabis, ce sont des spermatozoïdes hyperactifs qui bougent dans tous les sens, mais qui sont non fécondants. Donc attends, excusez-moi, je vais vite me chercher un verre d'eau, j'ai un donc on retient qu'on peut agir sur le stress. Le tabac, alors c'est vraiment ce qu'on appelle avant la conception, il faut arrêter le tabac pour l'homme et la femme. On ne fume pas dans la maison, ça je crois que vous le savez. Le tabagisme passif est aussi négatif. L'alcool c'est la même chose, c'est une vraie toxicité pour les spermatozoïdes et pour les ovaires. Moi, je me souviens, lorsque je faisais de la PMA, on avait des messieurs qui fumaient, qui buvaient de l'alcool avec des spermes au départ qui étaient catastrophiques. Et quand on les motivait en leur disant, mais vraiment, il faut faire un effort, 3 mois plus tard, on voyait une amélioration du sperme de façon extraordinaire. Donc, toutes ces mesures sont vraiment très, très importantes. Alors, le poids. Alors, le poids, effectivement, c'est compliqué. Si on est trop maigre, on a des troubles de l'ovulation et si on est trop grosse, on a aussi des troubles de l'ovulation. Après, il ne faut pas se mettre de pression. Aujourd'hui, on sait que la grossesse, le surpoids sévère
augmente le risque de fausse couche et de prématurité et d'hypertension pendant la grossesse. Donc, dans l'idéal, quand quelqu'un veut un bébé, on ne lui demande pas de ressembler à un petit haricot vert alors qu'il pèse 120 kilos, mais déjà en voyant une diététicienne, en mettant les choses de façon un peu plus claire, une alimentation plus équilibrée, qui supprime tous les aliments ultra transformés qui font énormément grossir, parce que dedans, il y a du sirop de glucose, qui est un sirop qui stimule la sécrétion d'insuline et qui fait énormément grossir. Et puis un petit peu de sport, on va le voir. Et en général, en perdant quelques kilos déjà, on a vous voyez, réduction de 30 en perdant un petit peu de poids, on améliore de 30 l'ovulation. Alors la chaleur, c'est un petit à part pour les messieurs. Savoir que le vélo intensif, l'ordinateur toujours sur les testicules, tout ça, beh, ça augmente beaucoup, beaucoup la chaleur à l'intérieur du scrotum et ça diminue beaucoup la mobilité et le nombre des spermatozoïdes. Mais là aussi, c'est régressif. Donc vous voyez déjà, on a vu 4 éléments. Dans ces 4 éléments, le stress, on peut faire quelque chose. Le tabac, l'alcool, évidemment qu'il faut l'arrêter, même de toute façon, dans notre hygiène de vie quotidienne. Et le tabac, l'alcool, le stress, et qu'est-ce que j'ai dit avant? J'ai oublié. Attendez. Stress, tabac, alcool et la chaleur. Bon, mais c'est pas si difficile d'améliorer les choses. Alors, si on prend... Alors, vous regardez bien cette image et vous dites, qu'est-ce que c'est ces perturbateurs endocriniens où ils se trouvent dans la salle de bain? Je vous dis ça m'amuse parce qu'on fait des cours aux petits-enfants dans les écoles et que là, ils sont tous à lever le doigt pour trouver. Et ils trouvent très bien d'ailleurs. J'espère que vous allez trouver vous aussi. Et donc, alors, on va regarder. Donc, il y a tous ces trucs en plastique, bien sûr. Et surtout, ce qu'on redoute, c'est tous ces gels douches, ces produits cosmétiques industriels à base de pétrole qui sont œstrogènes-like, qui sont très mauvais pour vos bébés. Et donc, on va voir comment on les reconnaît. Il faut aussi des produits de ménage, d'hygiène chimique, pas de produits comme on a su vous inventer pour toutes les... il faut maintenant un gel pour faire le coin de la porte, un gel pour faire le toit, un gel pour faire le sol, un gel pour décurer, un gel pour frotter. En fait, il faut retenir qu'une maison n'a pas de germes, ce n'est pas un hôpital, on n'a pas besoin de désinfecter. Il suffit d'utiliser du savon de Marseille et du vinaigre blanc pour que vous puissiez faire un ménage tout à fait correct. Voilà, et surtout, ça vous reviendra en plus moins cher. Il faut des lessives éco-labellisées pour éviter que les phosphates partent dans la nature et ils restent d'ailleurs. Et je crois que j'ai tout vu. Donc, on privilégie les produits bio. Je vais vous expliquer comment on les reconnaît. On privilégie du savon de Marseille. Voilà. Et donc, comment on fait pour trouver des cosmétiques bio? Eh bien, je pense que vous avez tous des téléphones portables, hein, ça m'étonnerait que vous n'en ayez pas. Eh bien, il y a des applis. Alors, Yuka, c'est celle qui est la plus connue. C'est une application qui a été créée par les consommateurs. Elle est bien, elle est grossièrement bien, elle est pour les aliments, pour les cosmétiques, etc. Mais si on veut vraiment avoir comment dire, de bonnes instructions à partir de ces applications, il y a Incy Beauty qui est intéressante parce qu'on va mettre votre capteur sur le code barre et ça vous dit à la fois ce qu'il y a dedans, ce qui est bon, ce qui est mauvais et ce qu'on vous conseille. Pareil pour UFC Quel Cosmétique ou Clean Beauty. Et puis vous avez aussi, mais je pense que vous le savez, les labels. Et donc c'est très important les labels. Les grosses sociétés doivent payer pour avoir des labels. Là, vous le connaissez, c'est les labels européens. Ça, ce sont les labels que l'on met pour les cosmétiques. Voilà, ça, c'est la culture biologique. Mais il y a aussi dans notre société des jeunes entreprises qui font très bien du bio, qui n'ont pas la possibilité d'avoir l'écolabel, mais vous pouvez voir avec quoi elles sont fabriquées. Et si vous voyez que ce sont des produits tout à fait naturels, comme l'huile de coco, comme l'aloe vera, etc. Et qu'on arrive à faire des produits de très bonne qualité. Et tout le monde n'a pas ce label. Mais déjà, quand vous regardez une étiquette, quand il y a 3 choses derrière, c'est bien. Quand il y en a 10, voilà. Et ce qu'il faut faire très attention aussi, je reviens aux cosmétiques, c'est les filtres solaires. Il y a énormément de produits qui sont sur le marché de très mauvaise qualité, très toxiques pour l'enfant.
Les sprays, il faut les éviter parce que c'est mauvais, ça va dans l'atmosphère et puis les bouteilles ne sont pas récupérables. Et on utilise des petites quantités, plutôt en stick, parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas garder ces produits plus d'un an, parce que sinon ils s'oxydent et deviennent plutôt plus dangereux que bons. Voilà, alors je vous laisse lever le doigt dans ma cuisine. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? Eh bien, on va regarder déjà, dans le frigo. Dans le frigo, ben, on a les, les conservateurs en plastique, là, les Tupperware en plastique. On a plein de plastique. On a les aliments ultra transformés qui sont là. On a les produits chimiques tout en haut, c'est bien. On a, ici, on réchauffe, les aliments en plastique dans le four à micro-ondes, la poêle anti-adhésif, le gros poisson et des bouteilles en plastique partout et puis une nappe anti-attachage. Donc vous voyez qu'on peut avoir plein de choses dans sa cuisine et qu'il suffit d'avoir des gestes simples. Bon, on ne peut pas jeter tous ces Tupperware, vous pouvez les réutiliser pour mettre les crayons des enfants, et cetera. Mais normalement, il faut utiliser du verre et vous le faites chauffer au micro-ondes dans du verre. Vous utilisez le plus possible des aliments, ce qu'on appelle non pas ultra transformés, mais des aliments naturels que vous utilisez, que vous mélangez, que vous cuisinez. Mais dès que vous avez des ultra transformés, comme les burgers, les chips, tous ces produits, tous les biscuits qui sont faits avec de l'huile de palme, des colorants, des produits qui les rendent comment dire, plus agréables parce qu'ils sont lisses, ils sont de couleur, etc. Il ne faut pas manger d'aliments ultra transformés. Tout ce qui est en barquette est déjà préparé, c'est plus salé, c'est plus sucré, il y a dedans des produits qui sont obésiogènes. Donc il vaut mieux manger, vous pouvez acheter vos légumes chez Picard, ou je dis Picard, ou des légumes simples surgelés, mais n'achetez pas des aliments pré-préparés. Voilà. Donc, vous voyez, donc attention aux récipients que vous utilisez et privilégiez donc l'alimentation bio. Si ce n'est pas possible, une alimentation de proximité, bien laver les fruits et légumes et surtout pour les enfants, utiliser des produits bio et jamais, jamais d'aliments ultra transformés qui sont obésiogènes et très oestrogènes-like avec des risques de puberté précoce. Voilà, donc en gros, on évite de chauffer les plats dans les contenants en plastique parce qu'ils libèrent le biphénol dans les aliments. On privilégie les légumes plutôt que les boîtes de conserve, parce qu'on a vu que dans les boîtes de conserve, il y a le biphénol qui tapisse tout ça et qui se libère aussi dans l'alimentation. On privilégie les biberons verts, on en a déjà parlé. Alors, on aime beaucoup le bio, mais est-ce que le bio qui est à des kilomètres en avion est vraiment bio? À discuter. On a parlé des labels. L'air intérieur, c'est important parce que dans l'air intérieur, les bougies parfumées vous libèrent des parabènes et des nanoparticules qui sont très toxiques pour les poumons, en particulier de vos enfants. Tout ce qui est spray aussi, donc ça, il faut éliminer. Il faut savoir que les fenêtres qui sont en plastique et le formaldéhyde se libèrent. Non, pas en formaldéhyde, c'est pas le biphénol A, c'est des phtalates qui se libèrent dans l'air intérieur et que si vous faites des feux de cheminée, on vous recommande d'avoir plutôt des inserts pour pas que les micro-particules aillent dans vos poumons. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est aérer au moins 15 minutes, si ce n'est pas 10 minutes matin et soir. Attention aux produits de ménage, attention aux produits parfumés, l'encens, etc. Et si vous habitez près d'un axe routier, ben, vous essayez d'aérer le plus tard possible par rapport à ça. Ne pas oublier que quand vous avez un petit jardin, une terrasse ou quoi que ce soit, vous pouvez être des personnes extrêmement polluantes. On ne doit plus utiliser de pesticides, de fongicides, d'insecticides. Il y a des sulfates de cuivre, des choses toutes simples. On ne doit pas le faire. Et aussi, attention à vos animaux de compagnie, en tout cas pour les enfants, parce que souvent on met les petits insecticides là, avec les colliers, et ceux-ci, ce sont des insecticides, et donc ça se libère sur la petite peau de l'enfant s'il le touche. Voilà. Les téléphones, alors, on en parle pour les enfants parce que les téléphones, c'est une catastrophe pour les cerveaux de nos enfants, parce qu'ils sont en train de multiplier leurs cellules, leurs neurones, et que ça les attaque, ça leur donne des troubles de l'attention.
et ça les isole socialement. On a aujourd'hui des tas de jeunes ados qui sont en addiction totale et qu'on est obligé de sortir dans des hôpitaux de jour ou des hospitalisations. C'est comme la drogue et ce sont des gens extrêmement isolés. Pour la grossesse aussi, bien entendu, qu'on ne se met pas les choses sur le ventre quand on est enceinte. Et donc, c'est donc il faut avoir une réflexion sur les écrans pour vous et pour vos enfants et pour la maman à venir. Si vous êtes enceinte ou que vous avez décidé de faire des grands travaux dans la maison, alors il y a maintenant des peintures tout à fait naturelles et bio. Ça évite les peintures au plomb qu'on utilisait. Elles ont leur label aussi. On entreprend les travaux, on aère bien et quand va venir un bébé, on ne fait pas les travaux au moment où il y a le bébé, on le met bien à l'avance, on laisse le petit berceau Ikea sur un balcon et il libère. De toute façon, vous le sentez, c'est le formaldéhyde qui est très toxique pour le bébé. Une chose aussi, si vous avez l'écouteur pour le bébé dans les écrans, pour écouter les bébés, le bruit des bébés de loin, il faut surtout pas de le mettre dans le lit parce que ça fait cage de Faraday et ça lui potentialise les ondes dans son berceau. Voilà, bah, écoutez, on arrive à la fin. Donc ça, ce sont des petites, fiches que nous ont données l'URPS PACA et qui sont assez remarquables, qu'on peut garder avec soi. Donc c'est un peu le résumé de tout ce que je vous ai dit. Donc dans l'air intérieur, on va éviter les produits chimiques. On a vu que même les meubles libèrent les insecticides, les aérosols, le tabac. Donc on va aérer 10 minutes matin et soir. Dans l'alimentation, on va essayer les gros poissons qui se remplissent de PCB, de mercure. On évite absolument les aliments ultra transformés et les additifs. On préfère les produits simples. On épluche bien les légumes et les fruits. Pour la conservation, ben, on a vu qu'on utilise plutôt le verre, l'inox, le fer, mais en tout cas le moins possible de plastique. Vous savez que nous sommes envahis par les plastiques, que ça se transforme en microplastiques dans nos corps, dont on ne sait encore même pas encore les conséquences sur notre santé. Pour l'hygiène et les cosmétiques, ben, on a vu des produits bio, les produits qu'on n'aime pas, c'est... Mais alors, les industriels sont coquins parce qu'il n'y a pas marqué phtalate, triclosan, parabènes, c'est marqué, phénoxyéthanol, mais ils utilisent des noms chimiques qui sont en fait de ces produits-là. Donc, il faut vraiment vous aider des écolabels ou des applications. Les vêtements, il faut bien les laver au préalable pour éviter les perfluorés, les perfluorés, ça je vous en ai parlé. Le ménage se fait avec des produits simples. Les meubles, on fait les bois agglomérés, on les fabrique avant. Voilà. Et donc, ben, pour la femme enceinte, bien sûr, on veut la protéger. Et je voudrais simplement finir là-dessus, parce que bon, vous pouvez dire, elle blablate, c'est super sympa ce qu'elle dit, c'est très bien. Mais en fait, on a fait une étude et on s'est dit, est-ce que vraiment on est efficace quand on conseille ça à nos patientes? On a mis 100 jeunes filles qui consommaient le parfum, la crème de jour, maquillage sans aucun filtre. Et on les a mis pendant 3 mois avec des cosmétiques complètement bio. Et donc, on les a vus après. Alors, il y a des choses qu'on peut doser aujourd'hui, hein. Les phtalates, les parabènes, le triclosan et le benzophénone font des métabolites qu'on peut doser dans les urines et dans les cheveux. Eh bien, lorsqu'on les a revus 3 mois après, on avait une diminution de 27% des phtalates dans leur corps, de 44% des produits parabènes, du triclosan et des benzophénones. Donc, tout ce que je vous dis, c'est vraiment, on y arrive. Ça demande, c'est pas si compliqué, c'est juste un peu de vigilance. Là, ce sont des fiches pratiques que vous retrouvez sur Internet. On a nos petits livrets, puisque moi, je fais partie d'une association qui s'appelle l'Association Santé Environnement France, où on est des médecins et des paramédicaux, on essaye de délivrer des informations, on écrit nos petits livrets, moi j'ai fait sur la fertilité, on vient de finir celui sur les cosmétiques, on a fait la santé mentale, c'est de vulgarisation, mais ça permet de se mettre les choses en évidence. Et voilà. Voilà, ça c'était le petit guide. Et voilà, j'ai terminé. J'espère que c'était pas trop compliqué pour vous, pas trop alarmant. Et je peux vous dire que vraiment, nous, dans la maternité où je travaille, toutes les mamans, on les sensibilise à ça. Et je pense qu'une fois qu'on a compris le truc, c'est pas si difficile de s'en protéger. Voilà, merci. Merci beaucoup. On a quelques questions, donc je reprends depuis le début où il y avait des questions sur l'alcool. Est-ce que l'alcool occasionnel est à proscrire aussi en cours de parcours PMA? Oui.
L'alcool occasionnel, c'est la même chose. C'est une toxicité directe sur les cellules reproductrices et vraiment, en particulier pour les messieurs et pour les... Alors, pendant la grossesse, c'est zéro alcool, mais zéro alcool. Et en PMA, c'est quand même mieux de limiter au maximum. Après, s'il y a un week-end, vous allez prendre un verre de vin ou avec les copains et tout ça, c'est pas non plus, c'est pas la grossesse. Mais disons qu'il faut être vigilant et les gros apports d'alcool le week-end, c'est à proscrire complètement, quoi. Mais un peu, ça va. Concernant les boîtes en plastique, est-ce qu'on peut les utiliser juste pour conserver les aliments sans faire chauffer? Alors, dans l'idéal, on ne va pas jeter tous nos contenants en plastique puisqu'on en a tous des kilos, donc on va pas les jeter, c'est pire. Mais dans le frigo, c'est bien, mais ça libère un peu. Donc l'idéal, ça sera de passer progressivement aux aliments verts. D'ailleurs, il y a une chose aussi, quand vous avez vos papiers aluminium, qui sont d'ailleurs extrêmement toxiques et non récupérables, nos fameuses papillotes, vous savez, de poisson avec le citron, alors là, c'est absolument parfait parce que l'acide va augmenter le passage de l'aluminium dans l'alimentation. Hmm. Voilà. Et aussi, pensez à tous les emballages, il faut les limiter. Quand vous achetez de la viande, du poisson, ne prenez pas des barquettes, c'est du polyéthylène, c'est pas récupérable, ça passe dans votre alimentation. Les fils plastiques aussi, on peut mettre une assiette sur un aliment. Il faut reprendre les anciennes habitudes qu'on avait sans acheter tout le temps, quoi. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux femmes en parcours de PMA afin que la nidation se déroule bien? Alors, les conseils, ben, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, c'est bien se protéger de tous les perturbateurs endocriniens. C'est surtout avoir une certaine sérénité, parce que c'est vrai que lorsqu'on est en parcours de PMA, c'est hyper stressant, il y a les traitements, on attend, il y a toute cette période qui est finalement les 15 jours d'attente où on attend la grossesse, c'est le plus difficile. Et nous, on conseille vraiment à nos patientes de faire de la sophrologie, du yoga, de l'EMDR. C'est extrêmement important pour améliorer la nidation. Après, jamais oublier l'acide folique, les consultations préconceptionnelles. Toujours vérifier la thyroïde, parce que si la thyroïde ne fonctionne pas bien, eh bien, ça diminue l'implantation de l'œuf. Ne pas s'amuser à faire du sport intensif, à courir comme les 80 km, non. Faire un peu de sport, mais plutôt pour vous détendre, plutôt que de faire des choses intensives. Et alors là, en période de PMA, on peut être dans un parcours de désir d'enfant où on peut se permettre un petit peu de boire de l'alcool un peu, mais en parcours de PMA, c'est zéro. Voilà, pas d'alcool. Encore sur les boîtes en plastique, c'est pour si c'est en contact avec des crayons pour enfants, est-ce que ça a un impact ou pas Non, ça d'impact? va, ça va. C'est l'aliment qui se transfère avec le. Voilà. Oui, réutiliser. Moi, j'ai réutilisé toutes mes boîtes en plastique pour mettre des tas de trucs, mais j'en ai plus dans mon frigo. Me demander par rapport aux fausses couches, quelles sont les raisons, les risques et comment prévenir? Alors, les fausses couches, c'est un domaine médical, hein, c'est pas de l'environnement. Je peux y répondre évidemment, mais dans le cadre de l'environnement, les fausses couches, ben, c'est des tas de choses, hein. C'est un manque de progestérone, c'est un utérus qui est trop petit, c'est l'œuf qui n'est pas bien, l'œuf qui n'a pas une bonne qualité, qui ne va pas se fixer. Donc il y a plein de causes. Et ça, c'est la nature qui décide de quand on va le faire, de quand ça va se passer. Mais en tout cas, par rapport à l'environnement, toutes ces mesures qu'on en a données sont capitales. Bien se reposer après le transfert, puisque c'est pour les fausses couches, hein. Et qu'est-ce que je pourrais dire? Eh bien, faire attention à son poids, une alimentation bien équilibrée, savoir se reposer, mais on n'a pas de traitement qui augmente l'implantation une fois qu'on a fait, mais ces petites mesures sont très importantes. Et toujours faire vérifier la thyroïde par son médecin qui suit, hein. Mm. Alors justement, avec une ablation de la thyroïde, comment ça se passe pour la fécondité? Aucun problème. Nous avons 5 ou 6 molécules qui remplacent la thyroïde. On connaît très bien combien il faut de traitements de... Bon, alors, il y a le lévothyrox, il y a le Thyrofix, il y a le T-Caps, tout ça. Il y a eu des histoires sur le lévothyrox parce que c'était un changement du substrat qui a perturbé les gens. Mais sinon, pour nous, ce n'est pas un problème.
En principe, on donne des doses de 100 à 125, mais surtout, alors là, c'est ça qui est très important, pendant la grossesse, le cerveau fœtal se fait à partir des hormones thyroïdiennes. Or, le bébé, il n'a pas de thyroïde avant 8 semaines et les récepteurs n'apparaissent. Il peut avoir sa thyroïde, mais il ne sécrète pas les bonnes hormones avant 12 semaines. Donc, chez la maman, il va pomper, pomper. Et donc, nous, on augmente, on peut parfois doubler les doses. Donc, toute femme qui a une hypothyroïdie doit faire une TSH en début de grossesse, contacter son médecin endocrinologue ou généraliste ou gynéco. Et en tout cas, on admet une TSH inférieure à 2. Si elle est plus haute, on monte. Et ce n'est pas un problème. Le lévothyrox ne passe pas le placenta. Donc, en cas d'adénome hypophysaire avec une prolactine très élevée, du coup, c'est une adaptation des médicamenteuses. Comment ça se passe pour, Là, c'est plus du tout de l'environnement, c'est une question médicale que l'on pose. Hein. Dans un adénome à prolactine, eh bien, on fait une IRM et avant la grossesse, lorsqu'il y a le désir d'enfant, on va mettre le Dosinex pour faire baisser la prolactine et normaliser. Et après, pendant la grossesse, on arrête. Voilà. Parce qu'on a besoin de la prolactine pour allaiter. Voilà. Est-ce que la caféine est considérée comme un perturbateur pour la procréation? Non, à dose normale, non. Et si vous buvez 10 cafés par jour, je ne dis pas. C'est comme la théine. Si on boit trop de thé, elle inhibe l'absorption du calcium et des vitamines. C'est les cloches en plastique qu'on met au micro-ondes pour protéger le micro-ondes, vous savez. Est-ce que ça, c'est aussi à Ça proscrire? me paraît pas une bonne idée. Non. Il faudrait vraiment, moi je vois quand on fait nos cours à nos petits, là, les CP, les CE1, il faut me faire comprendre que ce plastique, on n'en a pas besoin et qu'il y en a partout. La société nous a pourri notre environnement avec ça et qu'aujourd'hui, quand on fait les courses, on n'a pas besoin d'avoir des plastiques. Nos grand-mères, elles prenaient des cabas, on peut prendre un sac à dos, on peut vraiment arrêter de consommer tout ça. On y arrive mieux maintenant. Hein. Je trouve que la société a fait de gros progrès. Le problème, c'est dans les pays en difficulté que c'est hyper consommé. Et effectivement, et utiliser la seconde main dans les meubles, comme ça, justement. Oui, c'est très les- bien. Mais en tout cas, quand on a un bébé, il ne faut surtout pas arriver avec le petit bébé qui arrive dans le nouveau berceau avec tous les formaldéhydes et les perfluorés qui C'est se pour ça. libèrent. Seconde main, ça peut être la solution pour pas attendre. Et comme ça, c'est déjà éliminé. Ouais. Est-ce que vous pouvez donner, enfin, comment ça se passe pour avoir accès à la consultation préconceptuelle? Parce que dans les messages, il y a, Alors, tout le monde ne le fait pas. voilà, c'est pour ça. Et si, Voilà. Confronté à ça, et du coup, où on se dirige? dans les maternités. Dans les maternités, vous aviez. Non, nous, à l'Étoile, moi je travaille à l'Étoile à Puricard, on a une consultation préconceptionnelle avec les sages-femmes. Et elle parle des perturbateurs endocriniens parce que je leur en ai parlé. Mais il y a beaucoup d'endroits, je vois ma fille qui habite à Strasbourg et des choses comme ça, il y a beaucoup d'endroits qui le font. Après, est-ce que ça se fait partout? Je pense que oui, je ne sais pas. Bon, Ma apparemment, fille, non, vu qu'il y a une personne qui nous met que elle ne connaît pas. ni le gynécologue ni la sage-femme n'a jugé utile de faire cela. Avant qu'elle ait un bébé ou elle l'a déjà? J'ai vu une gynécologue qui, alors que je voulais une consultation préconceptuelle, mais pas d'intérêt pour eux. A priori, avant. Après, la consultation préconceptionnelle, c'est voir les habitudes de vie, voir s'il n'y a pas de problème à la thyroïde, voir s'il n'y a pas de diabète, voir si le cœur va bien. C'est de la médecine aussi. Hein. Donc, le gynéco, il va regarder tout ça. Après, je vous dis, la perturbateur endocrinien, moi, j'ai passé un DU dans ma spécialité il y a 4 ans. Et c'est quelque chose qui est nouveau. Et il y a plein de médecins qui n'y attachent aucune importance. Mm. C'est pour ça que nos petits livrets, nos petites conférences, on en fait énormément et on arrive à diffuser. Et je pense que c'est le consommateur qui va finalement pousser le médecin à aller là-dedans. Vous voyez? Multipliant les demandes. Voilà. Tout à fait. Mais ça existe et puis les sages-femmes peuvent le faire. Mais alors, même il y a des sages-femmes qui ne connaissent pas les perturbateurs endocriniens et les gynécos qui s'en moquent. Alors après, il ne faut pas être des ayatollahs des perturbateurs endocriniens non plus. C'est une question de sagesse. Mais je pense qu'il y a des gestes qu'il faut vraiment éviter pour nos petits et pour nos enfants, ça c'est sûr. Hein. Voilà. Et le plastique des préservatifs, c'est un perturbateur endocrinien?
Le plastique des préservatifs, il contient du comment s'appelle le truc? Oui, mais ça va pas je ne pense pas que la durée d'exposition soit très, très longue et il y a pas d'effet majeur. Le problème, c'est l'exposition répétée et surtout de longue durée, comme, quand on fait avec les plastiques dans la maison, les crèmes qu'on se met tous les jours et cetera. Voilà. Eh bien, on vous remercie pour toutes ces réponses. Donc, j'ai pas d'autres questions. N'hésitez pas et je vous engage fortement à aller répondre à l'enquête de satisfaction que vous trouverez en dessous le questionnaire tranche d'âge que vous avez eu tout à l'heure. Et Donc, puis, ils peuvent télécharger sur notre c'est tout gratuit, hein, nous, c'est oui, on gratuit. mettra le lien dans l'envoi. Ils ont tous les liens pour la jeune femme qui veut un bébé, pour la fertilité, pour les cosmétiques, voilà. Oui, l'important, c'est de diffuser l'information. Voilà. Ah, j'ai une question. La poêle en alliage carbone. Alors là, je ne suis pas très forte parce que je finis par me perdre. Je sais que les poêles anti-adhésifs, c'est pas bon. Mm. On préfère la céramique et l'aluminium, mais je saurais plus répondre sur les contenants parce que ça a beaucoup bougé. Il faut pas de cafetière en plastique. Il faut pas les trucs pour faire vapeur en plastique, hein, c'est plutôt en aluminium. C'est l'aluminium et L'inox, non? l'ox et la céramique. Ouais, inox. Inox. L'aluminium, La fonte, voilà. Inox, voilà, fonte et céramique. voilà. Très Est-ce que bien. vous pensez que le public a bien compris? C'était pas trop compliqué? Ils Moi, sont ils sont pas toujours avec nous. J'ai pas d'autres questions. voilà, ils sont pas angoissés? C'est pas le but? Dites-nous dans le chat si ça vous a angoissé ou pas, ou si justement ça a répondu aux questions que vous vous posiez. Non, Ça c'était va. très clair, merci. Voilà, Eh ben, très écoutez, intéressant. tant mieux. Si ça a fait faire découvrir des choses, c'est avec grand plaisir que j'ai participé à ce petit diaporama. Voilà. Oui, il y a tout à revoir. On a des nouvelles habitudes à prendre et on peut les faire petit à petit. Hein, ne faites pas tout d'un coup, ça peut être découragé. Une chose après l'autre, vous prenez Voilà, la liste et de nouvelles finissez habitudes à construire. vous finissez votre tube de cosmétiques, vos trucs et puis après quand vous allez Rachetez pas, racheter, quoi. heu, ah bah oui, tiens, c'est pas mal. Il y a une marque qui est pas chère du tout, c'est April, là, qui est pas chère du tout, mais il y a, comme avant dans nos régions à Marseille, il y a plein de choses qui sont de très bonne qualité et c'est pas cher. C'est même Oui, moins cher que les produits, mm, qu'on utilise en parfumerie. Ah oui, question aussi, c'est pas parce que vous allez, chez le pharmacien que la crème est de bonne qualité, hein. Vous ouais, devez être des consommateurs responsables, mm, c'est-à-dire que et puis dans une marque, vous avez un produit de bonne qualité oui, et un autre produit qui ne l'est pas. c'est ça. Ce sont des D'où coquins. les applications sont très utiles pour ça. Moi, je suis à fond avec mes applis, hein, Oui, je commence à connaître un peu, c'est mais ça. c'est surtout, s'ils ont des enfants, il faut se méfier des les 2 choses pour un enfant, c'est la crème solaire et Antique les gels douche et les gels douche. et gel douche. Mm, C'est tous les jours qu'on applique ça oui, et ça peut donner des pubertés précoces chez les enfants, des gynécomasties chez le garçon. Voilà. d'accord. Quelle appli pour les cosmétiques vous retrouvez dans le Voilà, diaporama? il y a Yuka, mais Yuka n'a pas la même qualité Il n'y a pas de autant de choix. Mm, là. mm, Tandis qu'Insee Beauty, vous avez vraiment puis après ça vous apprend à connaître. Vous allez voir triclosan, et toxyéthanol, vous dites: «Ah ben c'est pas bon ça» et puis, on vous dit le produit que vous pouvez utiliser en oui, parallèle, il le y a des nôtre. propositions de choix. Voilà et ça, je trouve que c'est pas mal. Mm, Le fond aussi, alors UFC Que Choisir, c'est absolument parfait et je cherche mes applis là. On y arrive. Je l'ai sauté, vous croyez? Je crois que je l'ai sauté. Bon écoutez, de toute façon, c'est dans le c'est diaporama, vous avez disponible et vous aurez le webinaire, le voilà, replay du webinaire. voilà, OK. Voilà, bon, eh bien, je vous dis au revoir alors. Alors, nous, on se voit tout de suite après et je dis au revoir et on dit au revoir à tous les participants. Merci d'avoir été là et merci de remplir l'enquête de satisfaction. Et au prochain webinaire,
On vous tiendra au courant via nos réseaux. Au revoir.